On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. Le 21 décembre 1949, un leader politique et révolutionnaire africain vient au monde à Yako, une ville de la République de Haute-Volta. Fils d'un père Peul et d'une mère Mossi, il grandit entre valeurs militaires et la religiosité chrétienne. De son ascension au pouvoir à sa vision audacieuse de la transformation sociale et économique du pays, voici l'histoire de Thomas Sankara. Thomas Isidore Noël Sankara est le fils d'un combattant et ancien prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Les affectations successives de son père, devenu infirmier gendarme dans la plupart des régions du pays, lui permettent d'échapper à la grande pauvreté dans laquelle vivent la plupart des habitants. Dans un premier temps, il fera ses études secondaires à Bobo-Dioulasso, deuxième ville et capitale économique du pays. Puis à Ouagadougou, au Prytanée militaire de Kadiogo, où il y sera de la seconde jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Tout comme Blaise Compaoré, il suit une formation d'officier à l'école militaire d'inter-armes à Yaoundé au Cameroun, puis à l'académie militaire d'Antirab à Madagascar, où il étudie les sciences politiques, l'économie politique, le français et les sciences agricoles, et devient en 1976 commandant du Centre national d'entraînement commando, situé dans la ville de Pau, à 150 km au sud de la capitale. La même année, il participe à un stage d'aguerrissement au Maroc. Ensemble, ils fondent le regroupement des officiers communistes. Durant ses études à Madagascar, il assiste en 1972 à une révolution qui conduit à la fin du régime de Philibert Tsiranana, premier président de la République de Malgache. Cela l'amène à concevoir l'idée d'une révolution démocratique et populaire. De retour en Haute-Volta en 1973, avec le grade de sous-lieutenant, il est affecté à la formation des jeunes recrues. Il s'y fait remarquer par sa conception de la formation militaire, dans laquelle il inclut un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen, tout en insistant sur la formation politique du soldat. D'ailleurs, il a coutume de dire « Sans formation politique patriote, un militaire n'est qu'un criminel en puissance ». En 1974, il s'illustre militairement lors de la guerre avec le Mali, ce qui lui donne une renommée nationale. Capitaine, il crée par la suite une organisation clandestine avec d'autres officiers, se rapproche des militants de l'extrême gauche et fait de nombreuses lectures. Au début des années 80, la Haute-Volta connaît une alternance de périodes autoritaires et de démocratie parlementaire. Les hommes politiques vivent à l'écart des réalités du peuple et les scandales financiers se font de plus en plus entendre. Cela emmène des jeunes officiers ambitieux et ayant le désir de moderniser le pays à s'investir en politique. En novembre 1980, un coup d'état militaire éclate et le nouveau régime, bien que populaire, se montre rapidement répressif et lie l'armée à de nombreux scandales. Thomas Sankara ne participe pas au coup d'état, mais il ne s'y oppose pas non plus. En septembre 1981, il est nommé secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Sey Zerbo. Mais il finira par démissionner en réaction à la suppression au droit de grève, déclarant le 21 avril 1982 en direct à la télé « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». L'inspiration de l'artiste est libre. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture et les convictions et les intérêts d'un peuple. Faute donc de laisser cet artiste s'exprimer, faute donc de prendre en considération ses aspects, ses intérêts, on bâillonne son peuple. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Il est alors dégradé et chassé de la capitale. Le 7 novembre 1982, un nouveau coup d'État porte à la tête du gouvernement le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Plus tard, ce dernier assurera que ce coup d'État avait été préparé au seul profit de Thomas Sankara, mais ce dernier avait refusé l'offre au dernier moment. Et étant l'officier le plus ancien dans le grade de commandant,
Il avait donc été choisi pour remplacer ce dernier. En janvier 1983, Sankara devient Premier ministre d'un conseil de salut du peuple qui représente le gouvernement. Position acquise grâce au rapport de force favorable aux camps progressistes au sein de l'armée. Il se prononce ouvertement pour la rupture des rapports néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet. Il tremble. L'impérialisme qui se demande comment il pourra rompre le lien qui existe entre le Conseil de salut du peuple et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'ici, à Ouagadougou, nous allons l'enterrer. Il poursuit sur cette ligne en invitant en avril le dirigeant libyen Mohamed Kadhafi. Le 17 mai, il est limogé et placé en résidence surveillée. Des manifestations populaires soutenues par les partis de gauche et les syndicats contraignent le gouvernement à libérer Sankara. Le 4 août 1983, la garnison insurgée de Pau arrive à Ouagadougou avec une foule en liesse. Ce nouveau coup d'État consacre la victoire de l'aile progressiste de l'armée, menée par le capitaine Thomas Sankara, qui est placé à la présidence du Conseil national révolutionnaire. Il constitue un gouvernement avec le Parti africain de l'indépendance et l'Union des luttes communistes reconstruites. Il déclare que ses objectifs sont refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir, briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que, sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Il s'entoure des cadres compétents, défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération des femmes, la responsabilisation de la jeunesse, la décentralisation, la lutte contre la corruption. Et le 4 août 1984, la République de Haute-Volta est renommée Burkina Faso. Son gouvernement retire au chef traditionnel les pouvoirs féodaux qu'il continuait d'exercer, pouvoir qui sera transmis au comité de défense de la Révolution. L'idée de ce comité est inspirée de l'expérience cubaine et ils sont chargés localement d'exercer le pouvoir au nom du peuple, gérant la sécurité, la formation politique, l'assainissement des quartiers, la production et la consommation des produits locaux ou encore le contrôle budgétaire des ministères. Parfois, ils refusent après débat certains projets nationaux comme celui de l'école nouvelle qu'ils jugent trop radical. Ces comités auront cependant tendance à se comporter comme des milices révolutionnaires, faisant régner la terreur et luttant contre les syndicats. Thomas Sankara n'hésitera pas à dénoncer certains excès des comités. Le processus révolutionnaire et populaire, engagé depuis le coup d'État du 4 août 1983, qui a porté Thomas Sankara à la tête de l'État, rencontre une opposition, mais une violente répression s'abat sur elle. Le 11 juin, la Cour martiale révolutionnaire de Ouagadougou statue sur le sort des personnes impliquées dans ce que le gouvernement appelle le putsch manqué du 28 mai. 7 conjurés sont immédiatement fusillés après le verdict. 5 autres condamnés à des peines de travaux forcés. Pour la première fois dans l'histoire de la Haute-Volta, des peines capitales ont été prononcées et exécutées par un tribunal. Les dépenses de fonctionnement diminuent pour renforcer l'investissement. Les salaires sont ponctionnés de 5 à 12%, mais les loyers sont déclarés gratuits pendant un an. Sankara, en arrivant au pouvoir, constate que les ministres se déplacent en Renault 25, voiture haut de gamme. Il décide alors que désormais, les ministres utiliseront des Renault 5 afin de montrer l'exemple. Le nouveau régime vise à développer une économie ne dépendant plus de l'aide extérieure. Ces aides alimentaires qui installent dans nos esprits des réflexes de mendiants, d'assister, nous n'en voulons vraiment plus. Il faut produire plus, parce qu'il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Les importations de fruits et légumes sont interdites.
afin d'inciter les commerçants à se fournir dans la zone de production située dans le sud-ouest du Burkina Faso. Cela est favorisé par la mise en place de nouveaux circuits de distribution et d'une chaîne nationale de magasins. Les comités permettent aussi aux salariés d'acheter des produits depuis leur lieu de travail. En 1986, le Burkina atteint son objectif de 2 repas et de 10 litres d'eau par jour et par personne. Le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation pour les Nations Unies déclare au sujet de Sankara: il a vaincu la faim. Il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Les fonctionnaires sont incités à porter l'habit traditionnel, Faso Dan Fani, ce qui permet à de nombreuses femmes de gagner de l'argent en tissant ce vêtement directement chez elles. Soucieux de l'environnement, il dénonce les responsabilités humaines dans l'avancée du désert. En avril 1985, le Conseil national de la Révolution lance ainsi les 3 luttes: fin des coupes des bois abusifs et sensibilisation concernant l'utilisation du gaz, fin des feux des brousses et de la divagation des animaux. Le gouvernement mène des projets de barrages, alors que les paysans construisent parfois eux-mêmes les retenues d'eau. Thomas Sankara critique également le manque d'aide de la France, dont les entreprises bénéficient pourtant en majorité des marchés liés aux grands travaux. Symboliquement, une journée du marché au masculin est organisée pour sensibiliser au partage des tâches ménagères. Thomas Sankara avance aussi l'idée d'un salaire vital, prélevé à la source d'une partie du salaire de l'époux afin de le reverser à l'épouse. Il met fin à la dot et au lévirat, c'est-à-dire ce type de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère afin de poursuivre la lignée de ce dernier. Sankara considère cela comme une marchandisation de la femme. Il met aussi un terme au mariage forcé en instaurant un âge légal, interdit l'excision et tente de s'opposer à la prostitution et à la polygamie. Au niveau international, il critique les injustices de la mondialisation, le système financier, l'importance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et le poids de la dette des pays du tiers-monde. Le Burkina Faso ne contracte ainsi pas de prêt avec le FMI dont il rejette les conditions. Thomas Sankara considère ce système comme étant un moyen de reconquête savamment organisé de l'Afrique pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangers. Anticipant la réaction des Occidentaux, il insiste à travers un discours passé à la postérité lors d'un sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba en 1987 sur la nécessité d'un refus collectif des pays africains quant au paiement de la dette. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, Thomas Sankara définit son programme comme anti-impérialiste, en particulier dans son discours de politique générale diffusé à la radio le 2 octobre 1983. À cet égard, la France devient la principale cible de la rhétorique révolutionnaire. Ces attaques culminent avec le déplacement de François Mitterrand au Burkina Faso en novembre 1986, au cours duquel Thomas Sankara s'en prend violemment à la politique française pour avoir reçu Peter Boffa, Premier ministre de l'Afrique du Sud, et Jonas Savimbi, chef de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'un et l'autre recouverts de sang des pieds jusqu'à la tête. L'aide économique française est réduite de 80% entre 1983 et 1985. Guy Pen, conseiller du président François Mitterrand sur les affaires africaines, organise alors une campagne de dénigrement en France à l'encontre de Thomas Sankara. Une collaboration avec Cuba est mise sur pied. Après avoir rencontré Fidel Castro, révolutionnaire et homme d'affaires cubain,
Thomas Sankara envoie dès septembre 1986 des jeunes burkinabés à Cuba afin de poursuivre une formation professionnelle et participer dès leur retour au développement du pays. Ces derniers doivent être volontaires et ils sont recrutés sur la base d'un concours avec une priorité aux orphelins et aux enfants des milieux ruraux défavorisés. Quelques 600 adolescents se sont alors envolés vers Cuba pour terminer leur cursus scolaire afin de suivre une formation professionnelle pour devenir médecin, ingénieur, agronome ou encore gynécologue. Dénonçant le soutien des États-Unis à Israël et à l'Afrique du Sud, il appelle les pays africains à boycotter les Jeux olympiques d'été 1984 qui devront se dérouler à Los Angeles. Devant l'Assemblée générale des Nations unies, il dénonce une fois de plus l'invasion de la Grenade, un pays des Antilles, par les États-Unis, qui réplique en mettant en place des sanctions commerciales contre le Burkina Faso. Toujours à l'ONU, il demande la fin du droit de veto accordé aux grandes puissances. Au nom du droit des peuples à la souveraineté, il soutient les revendications du Sahara occidental, de la Palestine, des sandinistes nicaraguayens ou encore du parti politique sud-africain ANC. S'il entretient de bonnes relations avec les dirigeants ghanéens et libyens, il est relativement isolé en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants proches de la France comme Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire ou encore Hassan II au Maroc lui sont particulièrement hostiles. Plusieurs régimes africains proches de Paris organisent en 1985 une tentative de déstabilisation du Burkina Faso afin de favoriser un renversement de Thomas Sankara. Le régime malien du président Moussa Traoré, soutenu par la Côte d'Ivoire et le Togo, fait circuler des rumeurs attribuant aux militaires burkinabés une violation de la frontière et entre en guerre contre le Burkina Faso pendant quelques semaines. La rigueur et l'intégrité de Thomas Sankara déplaisent à plusieurs. Par exemple, il se déplace dans une Renault 5 et hésite à acquérir un véhicule neuf de peur qu'on pense qu'il vole l'argent de l'État. Par ailleurs, face aux dérives de la révolution, l'enthousiasme retombe. Certains membres de la population se sentent frustrés, notamment les chefs traditionnels dont les pouvoirs sont affaiblis par la politique de Thomas Sankara. Dans ce contexte, les relations entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara se dégradent, à un point que les deux hommes ne se parlent plus et deux clans rivaux se forment. La veille de l'assassinat de Sankara, le Conseil de ministres adopte un projet de loi créant une brigade anti-coup d'État, ce que le camp Compaoré perçoit comme étant une menace à son encontre. En fin d'après-midi, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara et 6 membres de son cabinet se sont réunis dans une salle du Conseil de l'Entente à Ouagadougou. L'objet de la réunion concerne la création d'un parti politique unique de gauche afin de concentrer l'émergence des contestations. Dès le début de la réunion, un commando militaire fait éruption dans le bâtiment en décimant la garde rapprochée de Sankara, puis parvient à la salle de réunion où il donne l'ordre aux occupants de sortir. D'après le témoignage du seul survivant, Alouna Traoré, conseiller à la présidence, Thomas Sankara sort le premier, les mains en l'air, en disant aux autres membres du cabinet « Ne bougez pas, c'est de moi qu'ils ont besoin ». Puis, il sera abattu par les assaillants. Les autres membres subissent le même sort, sauf Traoré qui est conduit dans une autre salle où il retrouvera d'autres collègues. Outre Thomas Sankara, 12 autres personnes sont assassinées, 5 membres du cabinet, 5 gardes de corps, un gendarme et le chauffeur de Thomas Sankara. Au soir du coup d'État, un communiqué lu à la radio annonce la dissolution du Conseil national de la Révolution et la démission du président Thomas Sankara, remplacé par Blaise Compaoré. La même nuit, Thomas Sankara et ses camarades sont enterrés sans tombe au cimetière de Dagnon, à Ouagadougou, par des prisonniers qui ont été réquisitionnés pour l'occasion. Plusieurs jours après, le certificat de décès de Thomas Sankara, publié dans la presse, annonce qu'il est décédé d'une mort naturelle. Blaise Compaoré est soupçonné d'être le principal responsable de son assassinat. En 2006, le Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies condamne toute absence de procès ou d'enquête par le gouvernement burkinabé sur la mort de Thomas Sankara. En décembre 2015, un mandat d'arrêt international est lancé par la justice militaire à l'encontre de Blaise Compaoré, alors exilé en Côte d'Ivoire. Le 6 avril 2022,
Blaise Compaoré est reconnu coupable d'avoir commandité le meurtre de Thomas Sankara et il est condamné par contumace à la prison à perpétuité. Parmi les 10 autres accusés, 5 ont été acquittés. L'action de la France est régulièrement soupçonnée car Thomas Sankara est devenu gênant du fait de sa lutte contre le néocolonialisme, l'impérialisme et la France-Afrique. L'implication de la Libye a parfois aussi été alléguée. La relation entre Mohamed Kadhafi et Thomas Sankara s'est dégradée lorsque ce dernier a refusé de soutenir la position libyenne au Tchad, mais aussi d'aider Charles Ténor, soutenu par Mohamed Kadhafi, dans son projet pour renverser le pouvoir au Libéria. L'histoire de Thomas Sankara est celle d'un homme courageux et visionnaire qui a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance, la justice sociale et l'autosuffisance économique en Afrique. Son court mandat présidentiel au Burkina Faso a été marqué par des réformes radicales et audacieuses, visant à transformer la société et à libérer son pays de l'emprise des puissances étrangères. Bien que sa vie ait été tragiquement interrompue, son héritage continue à inspirer de nombreuses personnes à travers le continent et bien au-delà. Alors que nous célébrons sa mémoire, n'oublions pas les idéaux qu'il a défendus et engageons-nous pour poursuivre son combat pour un monde plus égalitaire et solidaire. Si vous avez apprécié cette vidéo qui m'a pris énormément de temps à préparer, n'oubliez pas de la liker. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire simplement en vous abonnant et en partageant cette vidéo avec l'un de vos proches. Bien sûr, la section commentaires vous appartient, alors n'hésitez pas à vous exprimer. Merci et à la prochaine. C'était le roi et le faiseur du roi. Quelque part, tout le monde sait que c'est le coup d'État du 4 août 1983, c'était l'œuvre d'abord de Blaise Compaoré et de ses commandos. Et le roi, c'était Sankara. Donc il y avait le rapport qui t'a fait roi. Donc même en conseil des ministres, on sentait que quand on s'adresse à Blaise Compaoré, ce n'est pas de la même façon qu'on s'adresse à Pierre ou Paul, aux autres ministres. Et il était l'unique ministre d'État. Donc, pour ne pas dire Premier ministre. Même dans cette dualité-là, le conflit était là. Même s'il était latent, il n'était pas ouvert. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'exercice du pouvoir, bien sûr qu'il y a des domaines de souveraineté sur lesquels l'un ou l'autre veut s'affirmer. Je vais dire que l'attelage même portait les germes de la